Cette histoire m'a été racontée plusieurs fois pendant mon enfance par une vieille amie de la famille, Sophie, comme l'une de ces anecdotes qui servent de leçon de vie et qu'on garde à l'esprit au fil des années. Je dois reconnaître que je ne l'ai jamais oubliée. Chaque fois que le sujet de l'autostop me revient à l'esprit, cette histoire me revient instantanément et me donne toujours un sentiment de malaise. Sophie, qui a grandi à la même époque que mon père, au début des années 80, je crois, était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle avait vraiment un cœur en or, toujours prête à aider quelqu'un dans le besoin, vous voyez. Je ne peux pas l'imaginer autrement quand elle était plus jeune. Je la vois parfaitement faire ce qu'elle a fait. En se rendant à Paris, un trajet d'environ 2 heures depuis sa ville, elle a aperçu un homme qui marchait sur le bord de la route. En s'approchant, il s'est retourné et, comme le font typiquement les autostoppeurs, a tendu le bras avec le pouce levé. Sophie, béni soit son cœur, s'est arrêtée et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Elle m'a raconté qu'il était très poli, peut-être un peu timide, quand il lui a demandé de l'emmener jusqu'à Paris. Sophie lui a souri, a ouvert la portière passager pour ce type, a mis son sac sur la banquette arrière et s'est attachée pour la route à venir. Ils ont bavardé agréablement pendant presque tout le trajet, parlant de leur ami, des nouvelles, etc. Vous savez, des conversations légères comme on en a en province. Elle avait l'impression qu'il s'entendait vraiment bien et lui a même offert un repas à l'air de repos situé à mi-chemin. Elle raconte qu'il semblait vraiment gêné et mal à l'aise quand elle a payé. Mais ils avaient justement parlé d'argent pendant le trajet et de comment il était plutôt fauché, ce qui expliquait pourquoi il faisait de l'autostop. Finalement, il a accepté et ils ont repris leur route. Une fois arrivé à Paris, il l'a remercié chaleureusement pour le trajet et le repas, puis a demandé à être déposé dès qu'ils sont entrés dans le centre-ville. Avant de descendre, il a demandé le numéro de téléphone de Sophie pour pouvoir la recontacter un jour et prendre de ses nouvelles. Ravie à l'idée de savoir comment son nouvel ami s'en sortait, Sophie le lui a noté et a repris sa route avec ce sentiment chaleureux qu'on ressent après avoir fait une bonne action. Maintenant, je suis désolé si vous vous attendiez à ce que quelque chose d'effrayant se soit produit, mais je pense que c'est ce qui m'a tellement perturbé quand j'étais enfant. À quel point tout semblait s'être bien passé. Sophie fronce les sourcils et son regard devient étrange quand elle raconte la suite. Comment, une semaine plus tard, elle a reçu un appel téléphonique de son compagnon de route. Il ne l'a pas laissé placer un mot après qu'elle ait dit bonjour et lui a dit qu'elle devrait remercier Dieu de l'avoir élevée pour être si gentille. Voyez-vous, quand il est monté dans la voiture, il prévoyait de l'agresser et de la tuer une fois arrivé à cette aire de repos. Il voulait voler cette voiture et abandonner son corps dans un fossé plus loin sur la route avant de poursuivre tranquillement son chemin. Mais après qu'elle lui ait parlé si gentiment et l'ait invité à dîner avec un sourire sur le visage, il n'a pas pu s'y résoudre. Il pensait qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même après avoir fait ça à une dame si gentille. C'était pendant ma dernière année de lycée, je travaillais les week-ends dans une petite station-service perdue dans la campagne, ici dans ma région natale du centre. Je faisais le 2e service tous les samedis et dimanches, donc de 14h jusqu'à environ 21h. Un début d'après-midi d'été, je suis parti au travail sous un ciel bleu parsemé de quelques nuages effilochés. Appelez-moi sentimental, mais j'adore conduire à travers les paysages du centre. Je ne pense pas qu'il existe un endroit comparable. On prend la départementale depuis un petit village et c'est comme si le monde entier s'étendait devant vous à perte de vue. L'horizon est presque ininterrompu, seulement ponctué de temps à autre par un moulin, une grange ou un bosquet d'arbres. Ça peut ressembler à un tableau par une journée ensoleillée, et jusqu'à ce moment-là, mais n'avait apporté que du soleil et quelques averses. Mais ce jour-là, en roulant sur la départementale et en regardant au loin, j'ai aperçu des nuages d'orage vraiment inquiétants qui approchaient. La règle générale, c'est que la plupart des nuages d'orage paraissent bien plus menaçants qu'ils ne le sont réellement.
surtout quand cette immense muraille de nuages furibonds vous fait face comme une vision apocalyptique. Mais la plupart du temps, on a un peu de pluie, un peu de vent, et pas grand-chose d'autre à craindre. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose me disait que ce serait un orage violent, et quand je suis arrivé à la station-service, les alertes météo retentissaient déjà sur les radios locales. Mon collègue et moi faisions habituellement une relève rapide, mais avec ces alertes d'orage, nous avions beaucoup plus de travail. Nous devions verrouiller toutes les fenêtres, puis sécuriser tout notre équipement extérieur ou le rentrer à l'intérieur et ensuite inspecter les pompes et tout ce genre de choses avant de couper complètement l'alimentation en carburant. Mon collègue est allé faire le plein du générateur, au cas où nous perdrions l'électricité, pendant que je rassemblais un tas de lampes torches et de piles. Évidemment, nous ne pouvions pas utiliser de bougies dans une station-service, donc les lampes étaient une priorité absolue. Nous avions déjà notre abri désigné prêt, le bureau de la station. Après avoir vérifié que la trousse de premier secours était bien fournie, nous avons gardé la radio allumée et nos oreilles grandes ouvertes pour les alertes météo et autres annonces. Nous pensions que les gens resteraient chez eux et que nous passerions un service plutôt agité, mais relativement solitaire. Mais nous nous trompions. Une par une, 3 voitures se sont garées devant la station en l'espace d'environ 1 heure. 2 étaient conduites par des personnes seules, et l'autre contenait une mère et ses 2 jeunes filles. Peu importe d'où ils venaient, leur chemin de retour passait directement à travers l'orage. Alors au lieu de risquer leur vie, ils sont venus nous demander un abri et nous ne pouvions pas refuser. Nous n'étions pas vraiment équipés pour accueillir autant de personnes, surtout pas pour la nuit, mais il était simplement impossible de les renvoyer dans ces circonstances. Nous avons laissé tout le monde se servir en boissons et en snacks s'ils avaient faim, principalement pour essayer de calmer leurs nerfs, tandis que l'orage qui approchait devenait de plus en plus menaçant. Et mon Dieu, qu'il est devenu menaçant. Nous sommes tous restés relativement calmes jusqu'à ce que nous entendions les sirènes d'alerte tornade. Je suis presque sûr que tous les adultes présents avaient déjà entendu ce son auparavant, mais cela a terrifié les 2 jeunes filles de cette femme qui ont commencé à hurler, à pleurer et à supplier leur mère de les ramener à la maison. Puis, quand des objets ont commencé à voler du toit, un débris a heurté l'une de leurs voitures, et le bruit de l'alarme a fait pleurer les enfants encore plus fort. Les pauvres petites ne comprenaient tout simplement pas ce qui se passait. Il n'a fallu que quelques moments supplémentaires à voir des choses tomber de notre toit pour comprendre que nous devions nous réfugier dans le bureau de la station. Il y avait juste assez de place pour tout le monde. Et heureusement, le bureau nous protégeant du son des sirènes et du hurlement du vent, les 2 petites filles ont commencé à se calmer un peu. Mais quand quelque chose a volé à travers le parking et a fracassé la grande vitre, cela a fait un bruit comme une bombe qui explose. Le son nous a fait une peur bleue, à mon collègue et à moi. Et pourtant, nous nous y attendions plus ou moins, mais les 2 petites filles ont presque perdu la tête. Elles ont dû penser que conductrice solitaire. Car au moment où les filles ont commencé à crier, elle a eu une sorte de crise de panique et a essayé de courir vers sa voiture. Quand nous avons réalisé ce qu'elle essayait de faire, mon collègue s'est jeté sur elle, lui expliquant que sortir signifiait une mort certaine. Elle n'écoutait pas. Elle a essayé de se battre contre mon collègue, hurlant et se débattant, et il a fallu que moi et l'autre conducteur la maîtrisions. Les petites filles criaient, si fort qu'elles pouvaient à peine respirer, regardant cette femme qui luttait encore un peu puis éclatait en sanglots. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a cessé de se débattre, pleurant et nous répétant sans cesse qu'elle était désolée. Nous avons traversé la tempête ensemble pendant les heures suivantes, et je me souviens comment ce qui nous a vraiment unis et nous a empêchés d'avoir trop peur, c'était l'objectif de garder ces 2 petites filles, de hurler jusqu'à en perdre conscience. J'ai travaillé si dur pour les garder calmes et les rassurer que tout irait bien. Mais parfois, quand j'y repense, je crois que nous essayions tous de nous rassurer nous-mêmes aussi, et que parler à ces petites filles comme nous le faisions était une sorte de projection, je pense. Finalement, le bruit du vent s'est estompé,
Et après environ 1 heure ou plus, il semblait que tout le monde pouvait se déplacer en sécurité. Nous sommes entrés dans la boutique pour la trouver complètement dévastée. Et tant de choses avaient été soufflées à l'intérieur qu'il était impossible de déterminer ce qui avait exactement brisé la vitre et produit ce bruit d'explosion. Du verre, des snacks, des magazines et des débris étaient de partout, et nous avons dû marcher très prudemment pour éviter de tomber sur ce tapis d'éclats. Les gens nous ont remerciés avant de remonter dans leur voiture, surtout la jeune mère, qui a remercié les 2 autres conducteurs pour avoir aidé à calmer ses filles alors qu'elle-même était au bord de la crise de nerfs. Après cela, tout le monde, sauf mon collègue et moi, est parti chacun de son côté, nous laissant nous regarder en nous demandant « Mais qu'est-ce qu'on vient de traverser ?» Il y a quelques années, j'ai passé l'été à travailler comme maître nageur dans une station de vacances nichée au cœur des montagnes. L'endroit n'était pas exactement un haut lieu touristique, mais il accueillait un flux régulier de visiteurs. Beaucoup de gens cherchaient simplement à s'échapper du bruit de la vie citadine, parcourir quelques sentiers de randonnée et s'imprégner du calme et de la tranquillité de la montagne. La station s'étendait avec un bâtiment principal, quelques chalets dispersés sur la propriété et une piscine qui, la plupart du temps, servait plus à se détendre qu'à nager. Un après-midi tranquille, de ceux où le soleil plane haut dans le ciel et où la chose la plus excitante à faire est de siroter une boisson glacée en somnolant à moitié, j'étais de service à la piscine, veillant à ce que personne ne fasse de bêtises. La foule habituelle était là, principalement des couples mariés et de jeunes adultes célébrant divers événements, notamment un enterrement de vie de jeune fille. C'est alors que j'ai remarqué un type qui rôdait près de la clôture, séparant la zone de la piscine du reste de la station. Il était habillé pour la baignade, mais il restait là, à observer ce groupe de jeunes femmes qui célébraient cet enterrement de vie de jeune fille. Les femmes bronzaient et se tenaient autour du petit bain de la piscine. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Les gens sont curieux, et il n'était pas rare que quelqu'un s'approche pour demander les horaires de la piscine ou comment obtenir un pass invité. Mais ce type ne posait pas de questions. Il restait simplement là à observer les femmes, et il a commencé à leur parler, mais elles semblaient faire de leur mieux pour l'ignorer. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je pouvais voir à leur façon d'éviter le contact visuel et de bouger inconfortablement qu'elles n'étaient pas intéressées par ce qu'ils racontaient. Après quelques minutes, j'ai décidé d'intervenir. Je me suis approché du bord de la piscine, essayant de rester décontracté, et je l'ai simplement interpellé d'une voix calme, lui demandant s'il avait une clé pour la piscine. Le type s'est tourné pour me regarder, et son visage était plutôt inexpressif. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait argumenter, mais il a simplement haussé les épaules et marmonné quelque chose avant de s'éloigner. Les femmes m'ont adressé des sourires soulagés, et l'une d'elles, une brune au plus beau sourire que j'ai jamais vu, m'a même fait signe d'approcher. Elle semblait vraiment enjouée, et d'une voix très sincère m'a dit « Merci pour ça ». Il commençait vraiment à nous mettre mal à l'aise. J'essayais de rester cool et confiant, alors je lui ai dit que ce n'était pas un problème, que je faisais juste mon travail. Je me sentais idiot en disant ça, comme si j'étais une sorte de super-héros, mais heureusement, elles n'ont pas trouvé que j'avais l'air stupide, parce que, juste après, elles se sont présentées. La femme qui parlait s'appelait Amélie, puis elle m'a présenté les autres. Il y avait Rachel, Claire, Dany et Brie. Je me souviens de chacune d'elles. Elles célébraient l'enterrement de vie de jeune fille de Brie. Nous avons discuté un peu. Elles séjournaient dans l'un des chalets pour le week-end et, comme par hasard, elles prévoyaient une petite soirée ce soir-là. Elles m'ont invité à les rejoindre et, étant un jeune homme célibataire sans grand-chose d'autre à faire, je me suis dit pourquoi pas. Plus tard dans la soirée, je me suis rendu à leur chalet. Le soleil se couchait et la température baissait considérablement. Le chalet était confortable, avec une petite terrasse et une vue surplombant les bois. À l'intérieur, les filles avaient préparé des boissons et des snacks, et la musique jouait doucement en arrière-plan. Nous n'étions que nous 6,
et l'ambiance était détendue et très agréable. Je crois qu'elles avaient invité quelques autres gars qu'elles avaient rencontrés plus tôt dans l'après-midi, mais j'étais le seul à m'être vraiment présenté. Nous avons discuté un peu et ri, et après quelques verres, certaines des filles ont commencé à devenir un peu aventureuses. Brie, la future mariée, a suggéré une randonnée nocturne. Je n'étais pas vraiment emballé par cette idée, mais je ne voulais pas gâcher l'ambiance, alors j'ai simplement accepté. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je travaillais là. Je savais quel genre d'animaux rôdent dans ces bois la nuit, et je n'en suis pas fan. Mais nous avons pris quelques lampes torches et sommes partis dans les bois en suivant un sentier qui faisait le tour de la station. Pendant notre marche, les sons habituels de la nuit nous entouraient. Des grillons bruyants, le bruissement occasionnel des feuilles, vous savez, les sons typiques de la forêt. Mais après un moment, j'ai commencé à entendre autre chose. C'était d'abord discret, comme si quelqu'un marchait à distance derrière nous, mais chaque fois que je me retournais, dans un moment de stupidité monumentale, Dany et Brie ont décidé de retourner dehors. Plusieurs minutes plus tard, nous avons entendu des pas à l'extérieur du chalet. Nous avons baissé la musique et commencé à écouter attentivement. On aurait dit des pas qui tournaient autour de l'endroit. Chaque pas était très lent. Nous pouvions entendre le bois craquer à chaque pas, et ça ne ressemblait pas aux pas de Dany et Brie. C'étaient des pas lourds et méthodiques. Rachel, qui avait été la plus secouée par la randonnée, s'est figée à ce moment-là et a demandé « Vous avez bien verrouillé la porte arrière ?» Je me suis levé d'un bond et ai couru vers la porte arrière. J'avais très peur, mais j'essayais de paraître plus brave que je ne l'étais. J'ai attrapé une lampe torche pour une raison quelconque et me suis dirigé vers cette porte arrière, vérifiant la serrure. Elle était bien fermée, mais je savais que quelqu'un était là dehors. Je ne pouvais voir qu'un petit peu à travers la fenêtre de la porte. Et il était tout à fait possible que quelqu'un se tienne juste hors de mon champ de vision. Alors que je me retournais vers le groupe, j'ai entendu un grand fracas venant de l'avant du chalet. Avant que je puisse réagir, Dany et Brie sont entrés en trombe dans le salon, hurlant que quelqu'un les poursuivait dans les bois. Je me suis dirigé vers la porte, espérant les calmer. Je me tenais dans l'embrasure, et avant que je ne ferme la porte, j'ai regardé vers l'avant du chalet, et c'est là que je l'ai vu. Ce type courait droit vers moi, une capuche couvrant son visage. Il m'a plaqué au sol en un instant et j'ai senti l'air quitter mes poumons alors qu'il me projetait par terre. Il était fort, plus fort que je ne l'aurais imaginé, et il cherchait quelque chose à sa ceinture. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais je supposais que chercher quelque chose là-bas n'était pas bon signe pour moi. Tout ce que je savais, c'est que je devais riposter, mais j'avais du mal à me dégager. Juste au moment où je pensais que j'étais fichu, j'ai entendu un grand bruit sourd, et le poids sur moi s'est déplacé. En levant les yeux, j'ai vu Amélie debout au-dessus de nous, tenant un club de golf, le visage pâle mais déterminé. Elle l'avait frappé fort sur le côté de la tête, et il était complètement assommé. Immédiatement, nous avons appelé la police, qui est arrivée étonnamment vite, compte tenu de l'emplacement assez isolé de la station. Il s'est avéré que ce type était le nouvel homme d'entretien, quelqu'un qui avait commencé à travailler à la station quelques jours plus tôt. Voyez-vous, il avait utilisé sa position pour repérer les lieux et Dieu sait ce qu'il avait prévu pour cette nuit-là. Évidemment, nous avons porté plainte. Et il a été arrêté sur le champ. Si cette fille n'avait pas agi rapidement, je ne serais peut-être pas assis ici à écrire ceci. Avec tout ce qui s'est passé, ça me sidère encore que certaines personnes dans ce monde soient simplement aussi malfaisantes. Cet homme semblait n'avoir d'autre motif que de nous faire du mal, à moi et à ses filles. L'orage qui s'abattait sur la maison de L. Goodman était particulièrement violent, plein de fureur, de vent et de pluie, accompagné d'éclairs aveuglants, de tonnerre et de ce qui ressemblait à un vacarme infernal. « Je t'entends », dit-il au plus fort de la tempête. Et pendant près d'une heure, il resta simplement assis dans son fauteuil de lecture préféré, écoutant le torrent déverser sa fureur. Quand les choses se calmèrent enfin, se réduisant à une pluie constante, elle se leva de son fauteuil,
alluma un feu dans la cheminée en pierre et se prépara une tasse de tisane à la camomille. Il avait un pressentiment familier à propos de cette tempête, et s'il avait raison, il allait avoir besoin de tout le réconfort possible. « Peut-être, dit-il. Retournez dans le salon. Un peu de lecture au coin du feu s'impose. » Sirotant sa tisane, il s'approcha de la cheminée et contempla les 2 immenses bibliothèques qui l'encadraient. Chacune des larges étagères était remplie de vieux livres reliés, dont la majorité avait été écrite par les grands auteurs. Hemingway, Dickens, Twain, Dostoïevski, Doyle, Stevenson et autres, avec quelques œuvres modernes dispersées ici et là, des livres de King, Bradbury, McCarthy, Jackson, etc. Parcourant les livres du regard, l'attention de Lyle s'arrêta sur « Le paradis perdu » de Milton. « Oui, » dit-il en hochant la tête, « je crois bien. » Il récupéra le lourd tome de l'étagère supérieure et l'emporta avec sa tisane jusqu'à son fauteuil. Après avoir posé sa tasse sur la table d'appoint ornée qui se trouvait à côté de son fauteuil, elle s'assit, drapa une couverture sur ses jambes et plaça « Le paradis perdu », face visible sur ses genoux. Malgré le fait qu'il s'agissait d'une ancienne édition reliée, le livre n'avait pas de jaquette. Quant à savoir si cela avait toujours été le cas, elle ne pouvait l'affirmer avec certitude. Comme une bonne partie de ses souvenirs, sa mémoire du jour où il l'avait acheté était très fragmentée. Il savait que lui et sa femme, Nicole, se trouvaient à Lyon à l'époque, dans une petite librairie originale dont le nom lui échappait. Mais le reste des détails s'était estompé au point de devenir insignifiant, se confondant avec les fragments d'autres souvenirs similaires, rendant impossible toute certitude quant à la fiabilité ou l'exactitude de ses souvenirs actuels. Une réalité qu'il trouvait de plus en plus effrayante et immensément solitaire. Selon son médecin, ce n'était pas Alzheimer. Tous ses scanners, IRM et TEP, étaient revenus nets. Et ses niveaux de bêta-amyloïdes étaient sans particularité, ce qui, on le lui avait dit, était une bonne chose. Plus probablement, avait dit son médecin, c'était un problème circulatoire, une diminution du flux sanguin vers le cerveau due à son âge avancé. Il avait juste besoin de faire plus d'exercice, de revoir son alimentation et de prendre ses compléments, passer à une alimentation végétale complète s'il le souhaitait. Elle n'en était pas convaincue. Ce qui se passait dans sa tête lui semblait moins naturel et plus insidieux. Alors d'accord, ce n'était peut-être pas Alzheimer, mais quoi que ce soit, cela m'avait sous son emprise et je n'aimais pas cette sensation, dit-il avec un grognement et un hochement de tête. Il regarda à travers le salon la photo de lui et Nicole debout à l'hôtel toutes ces années auparavant. « Qu'en dis-tu, N ? Est-ce que tout s'effrite enfin ?» Dans son esprit, il imagina le visage de sa femme et l'entendit répondre quelque chose comme « Oh elle, ce n'est qu'une stupide jaquette. Qu'importe si le souvenir est flou, tu te souviens encore de moi, fidèlement, n'est-ce pas ? Concentre-toi là-dessus, Chicken Little, et ne t'inquiète pas de voir le ciel tomber. » Plus facile à dire qu'à faire, répliqua elle, comme si elle était assise juste à côté de lui. C'est de plus en plus difficile chaque jour. Je peux sentir les fils se défaire. C'est normal, mon chéri, répondit son image fantôme. C'est comme ça que ça se passe. Accroche-toi simplement à tes souvenirs de moi et tout ira bien, je te le promets. Poussant un profond soupir, elle reporta son regard sur le paradis perdu et souleva sa couverture. Ô Seigneur, j'avoue que parfois j'ai du mal à comprendre les croix que j'ai été amené à... Avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, un coup violent retentit à la porte d'entrée, le faisant sursauter si violemment qu'il faillit catapulter le livre à travers la pièce. Réussissant d'une manière ou d'une autre à ne pas lâcher l'ouvrage, il le maintint fermement sur ses genoux et dirigea son attention vers la porte. Quelques secondes s'écoulèrent, puis le bruit se fit entendre à nouveau, plus fort cette fois. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, qui indiquait 22h43. « Qui diable ?» dit-il.
essayant de comprendre qui pourrait bien lui rendre visite à une heure aussi tardive et par un temps aussi épouvantable. Certainement pas ses amis ou les membres de sa famille. Le peu de connaissances qu'il avait encore étaient soit confinés dans des maisons de retraite, soit vivaient dans d'autres régions, et aucun de ses 2 enfants ne se présenterait sans l'appeler d'abord. Alors, supposant qu'il ferait mieux d'aller voir qui c'était avant qu'il ne fasse sauter la porte de ses gonds, elle mit son livre de côté et se leva péniblement de son fauteuil. « Un instant !» cria-t-il à qui que ce soit. « J'arrive. » Arrivant à la porte, il s'arrêta brièvement pour reprendre son souffle, puis colla son œil au petit Judas de la porte. De l'autre côté de la lentille déformante, il scrutait un monde de ténèbres. Pour y remédier, il alluma la lumière du porche et regarda à nouveau. Cette fois, il put voir clairement son visiteur anxieux, un homme grand aux cheveux noirs, vêtu d'une veste verte et d'un jean bleu. L'homme était voûté et avait relevé son col contre la pluie. Elle observa l'homme un moment, mais aucune reconnaissance ne vint. Bien sûr, avec un cerveau de 78 ans altéré par des décennies d'abus d'alcool, cela ne voulait pas dire grand-chose. Néanmoins, son intuition insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un qu'il connaissait. Il envisagea brièvement d'essayer de parler au type à travers la porte, mais opta plutôt pour défaire les 2 verrous, maintenant la chaîne en place, et l'ouvrit légèrement. « Je peux vous aider ?» dit-il à travers l'ouverture. « Bonsoir, monsieur », répondit l'homme d'une voix rauque de baryton. « Je m'appelle Henri Stally. Ma voiture est tombée en panne d'essence à environ 400 mètres sur la route. » Il avait son gros pouce pointé vers le chemin de Calhoun, dans la direction de la départementale. J'ai pris cette direction en espérant trouver une station-service, mais il semble qu'il n'y ait que des maisons par ici. Elle examina le visage dégoulinant de l'étranger, notant sa moustache épaisse, ses favoris longs et broussailleux, et ses sourcils sombres comme des chenilles. « En effet, » dit elle, pensant que le type ressemblait à un jeune Burt Reynolds. « Il n'y a par ici que de vieux fous comme moi. » L'homme, nommé Henri Stally, émit un rire poli. « Eh bien, je suis désolé de vous déranger, mais je me demandais si je pouvais utiliser votre téléphone pour appeler quelqu'un. » « Vous n'avez pas un de ces portables. »« Si, monsieur, mais la batterie est morte et j'ai oublié d'apporter un chargeur. » Le grand homme haussa les épaules comme pour dire « Que voulez-vous y faire ?» À cet instant, une rafale de vent et de pluie s'engouffra par l'ouverture, aspergeant tout le devant de elle. Grognant, elle défit la chaîne, ouvrant grand la porte et dit « Très bien, entrez donc. » Acceptant l'offre, Henri se faufila rapidement devant elle dans le petit vestibule de la maison. « Merci beaucoup, monsieur, » dit-il. « Une soirée froide et humide avec ça. » Acquiesça elle en fermant la porte. Il portait un pantalon beige et un pull en cachemire, mais il aurait tout aussi bien pu être dans son plus simple appareil tant il faisait froid dehors. « Je ne savais pas que la France pouvait être aussi froide, » dit le grand homme. « Est-ce typique pour cette période de l'année ?» Par période de l'année, il voulait dire l'automne. Pas aussi loin au sud, non. Les météorologues de Canal 6 disent que tout ceci est le résultat d'un front froid inhabituel venant du nord. Tant pis pour le réchauffement climatique, hein ? Elle laissa échapper un petit rire amical, puis balaya la remarque d'un geste dédaigneux. J'ai depuis longtemps renoncé à essayer de comprendre les idéaux de la planète. Il allait dire plus, mais fut brusquement distrait par les vêtements trempés d'Henri. Mon Dieu, on dirait que quelqu'un vient de vous repêcher de la Loire. Laissez-moi vous chercher une serviette. Elle désigna le porte-manteau qui se trouvait à côté de la porte d'entrée. En attendant, accrochez votre veste là, si vous voulez. Je m'appelle Lyle, au fait. Avant que son invité ne puisse répondre, elle disparut dans la petite salle de bain sous l'escalier et attrapa 2 serviettes vertes. Quand il réapparut avec elle quelques secondes plus tard, il trouva l'homme en train d'accrocher sa veste. « Voilà pour vous, » dit elle, lui tendant une serviette, alors qu'il tamponnait sa tête et son cou plusieurs fois. Il baissa les yeux vers son jean,
qui était trempée de haut en bas. Oui, j'ai été bien touché. Après s'être rapidement séchée, elle pointa du doigt une paire de portes de style saloon à sa droite. Elles mènent à la cuisine. Le téléphone est là-bas. C'est un fixe, je n'ai pas de portable. J'ai un annuaire quelque part par ici aussi. Ça va, dit Henri, sortant une petite carte blanche de sa poche. J'ai ma carte de dépannage ici même. Je peux? Alors je vous en prie. Avec un hochement de tête et un clin d'œil amical, le grand homme passa les portes battantes pour entrer dans la cuisine. Elle regarda les portes se refermer derrière lui. En le faisant, il fut submergé par une sensation familière, une qu'il avait ressentie des dizaines de fois au fil des ans, une qui signalait toujours le début de mauvaises choses. Quand Henri rejoignit elle dans la salle à manger, elle demanda « Combien de temps ont-ils dit qu'il faudrait ?» Le grand homme afficha une grimace irritée et glissa la carte de dépannage dans sa poche. « Au moins 3 heures. Il semble qu'ils aient fort à faire ce soir. Quelle surprise. » J'espère qu'il n'était pas sérieux concernant l'attente, mais si c'est le cas, je m'en sortirai. J'ai toujours quelques livres avec moi dans la voiture. Vous êtes un homme avisé. Les livres sont une bouée de sauvetage pour notre imagination. Henri sourit et se dirigea vers le porte-manteau. On dirait un de ses discours, plus vous en savez. C'est bien possible, concéda elle. Il regarda Henri s'approcher du porte-manteau et tendre la main vers sa veste. Ce faisant, il se surprit soudain à froncer les sourcils et à vouloir garder l'homme un peu plus longtemps. « Attendez une seconde, Henri. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. » Le grand homme se retourna vers lui et haussa un sourcil interrogateur. « Écoutez cette pluie, » poursuivit elle. « Bon sang, elle redouble d'intensité. Ce ne serait pas correct de vous renvoyer comme ça. »« C'est vraiment gentil, » dit Henri. « Mais utiliser votre téléphone était déjà une grande aide. Plus que cela me semble être une imposition. Ne soyez pas ridicule. Vous seriez simplement assis dans votre voiture tout seul. Pourquoi ne pas rester un moment, vous sécher et vous réchauffer avant de retourner dans ce typhon ?» Henri fixa son regard sur la porte d'entrée. De l'autre côté, le vent hurlait comme un animal mourant et la pluie crépitait sans relâche. « Ça a l'air vraiment méchant, » reconnut-il. « En effet, » dit elle. « Maintenant, venez vous asseoir à table et reposez-vous. Vous êtes sûr ?» Henri baissa les yeux vers son jean mouillé. « Non, » pensa nerveusement elle, « pas le moins du monde. »« Oui, » mentit-il, désignant la table en chêne. « Posez simplement une serviette sur la chaise, ce sera bien. » Après un moment de réflexion, Henri leva les mains comme pour se rendre et rejoignit elle à table. « J'apprécie vraiment cela. Absurde. Détendez-vous simplement et essayez de vous sécher. » Elle jeta alors un coup d'œil vers la cuisine et pensa à quelque chose. « Vous avez faim ? J'ai cuisiné beaucoup trop de pâtes pour moi ce soir. Il en reste plein. » Henri contempla l'idée. « Eh bien, dit-il. Non, non, je ne pourrai pas. » Elle claqua des doigts et se leva péniblement de son siège. « Vous avez faim, je peux le voir. Laissez-moi juste aller bidouiller avec le micro-ondes et vous serez servi. » Son grand invité semblait vouloir protester. Au lieu de cela, il sourit simplement. « Continuez comme ça et vous finirez par me tuer à force de gentillesse. » Elle rit nerveusement et disparut derrière les portes battantes. Tandis qu'Henri mangeait son festin de spaghettis et de pain à l'ail, les deux hommes parlèrent de choses sans importance. Quand la conversation finit par s'essouffler, elle tourna son attention vers son invité, lui demandant ce qu'il faisait, d'où il venait et où il allait. Henri répondit aux questions sans hésitation, affirmant qu'il était célibataire, ne s'était jamais marié et venait d'Orléans. De métier, il était écrivain indépendant, vendant des histoires et des articles à des magazines et écrivant des romans quand l'envie lui prenait. Il était venu dans la région pour enquêter sur une série de meurtres récents qui avaient été produits juste à l'extérieur de Lyon. « Je travaille sur un nouveau roman à suspense et j'ai pensé, aussi lugubre que cela puisse paraître,
que c'était l'occasion parfaite de faire des recherches sur le terrain. Parler aux policiers et aux communautés touchées, me familiariser avec le cadre et les procédures. Je suppose que vous devez faire de telles choses pour créer une atmosphère d'authenticité. À 100%. En fait, en termes de création d'une bonne rôle-histoire, juste après l'adaptation du langage pour qu'il coule en douceur, la recherche est l'aspect le plus important. Il posa sa fourchette un instant et des idées semblèrent d'Imaël lui venir. Vous savez, puisque nous en parlons, je ne serais pas contre avoir votre opinion sur ces meurtres. Mon opinion ? Bien sûr, pourquoi pas. Chaque petit détail aide. Une sorte de point de vue d'un homme ordinaire sur toute l'affaire, hein ? Bingo ! Elle haussa les épaules. Je n'en ai pas vraiment entendu parler. Il jeta un coup d'œil vers son salon peu meublé, mais rempli d'antiquités. Comme vous pouvez le voir, je ne possède pas de télévision. Les livres sont mon divertissement. Donc, tout ce sur quoi je peux me baser, c'est le journal et les nouvelles à la radio. La dernière fois que j'ai entendu parler de l'affaire, 6 personnes avaient été assassinées, toutes d'une manière similaire, 3 à Miribel, 3 à Saint-Laurent, je crois. Ça pourrait être un tueur en série, mais personne ne veut encore le dire, et c'est à peu près tout ce que je sais. Henri hocha la tête. Et c'est à peu près tout ce que n'importe qui d'autre que la police et les familles des victimes sait aussi. Les flics ont mis un couvercle assez hermétique sur l'affaire, ce qui, je vous l'assure, a rendu les médias locaux fous et a considérablement dilué l'impact de l'histoire. À vrai dire, en dehors de Miribel et Saint-Laurent en ce moment, tout article que vous pourriez trouver serait au mieux en 2e page. Ce n'est pas toujours mauvais, nota elle. Henri leva les yeux de son assiette. Empêcher la panique de se propager, vous voulez dire ? Exactement, dit elle, piquant une olive avec sa fourchette. Henri dit, d'accord, et vous alors ? Quelle est votre histoire, si ça ne vous dérange pas que je demande ? Elle se renversa dans sa chaise. Oh, dit-il. Oh non, non, ça ne me dérange pas. Il leva les yeux vers le plafond et réfléchit à ce qu'il allait partager. Voyons voir. J'ai été marié pendant 45 ans à mon amour de lycée, Nicole. Elle est décédée il y a 5 ans. Un conducteur ivre. Une longue histoire, trop personnelle pour en parler. Désolé d'entendre ça, offrit Henri, son ton plus automatique que sincère. Moi aussi, dit elle. Mais c'est la vie, n'est-ce pas ? Avec le bien vient toujours le mal. Là-dessus, mon ami, vous pouvez parier votre chemise. Amen. Mais quoi d'autre ? Médita elle, continuant. Ah oui, en tant qu'écrivain, ceci pourrait vous intéresser. Avant de prendre ma retraite il y a quelques années, pendant environ 3 décennies, j'ai travaillé comme taxidermiste. Non ? Taxidermiste ? Vous voulez dire empailler des animaux ? Elle sourit, mince. Je créais des représentations réalistes d'animaux en utilisant leur peau préparée et des structures de soutien. C'est du moins la définition du dictionnaire. La plupart des gens voient ça comme empailler des animaux, alors oui, c'est ce que je faisais. Et avant ça, j'ai passé du temps dans l'armée française, comme médecin. J'ai servi dans diverses régions troublées. J'ai décidé que je ne voulais pas en faire carrière et j'ai quitté le service à la fin des années 80. Elle se retourna sur sa chaise et désigna un vieux portrait de famille encadré sur le mur derrière lui. Il tapota du doigt sur une représentation plus jeune de lui-même. « Vous connaissez déjà ce monsieur à côté de moi ? Voici Nicole. » Il déplaça son doigt le long du cadre, et voici mon fils Eric, et ici ma fille Naomi. Eric est comptable à Paris, il a 4 enfants. Naomi vit à Lille, elle est professeure de collège, a 2 enfants et un vieux Rottweiler méchant nommé Lulu. Henri étudia la photographie. « Vous avez une belle famille. »« Oui, » dit elle, ses pensées s'attardant sur sa femme et l'accident. Il était assis raide dans son siège. Quel nœud terrible, terrible cela avait été. Quelle épreuve. Prenant soin de ne pas se laisser engloutir par ce souvenir, il le mit rapidement de côté
et orienta la conversation vers le sujet de la taxidermie, entrant dans les détails sur les principes et les techniques impliquées, révélant même le fait que parfois il utilisait le squelette réel de l'animal comme support interne. Henri écouta attentivement tout en finissant son repas. Quand il eut terminé, elle mit la vaisselle dans la cuisine, puis suggéra qu'il se retrouve dans le salon. Elle s'assit dans son fauteuil de lecture et insista pour que Henri vienne s'asseoir sur le canapé pendant que sa nourriture se digérait. À leur droite, le feu que elle avait allumé plus tôt crépitait et sifflait dans la cheminée flamme dansante du feu et se pencha en avant d'un air pensif. « Puis-je vous demander quelque chose d'étrange ?» dit elle, remarquant un changement dans son ton. « Je vous en prie, demandez. Quelle a été votre opinion sur ceux qui commettent des meurtres en série ?» Elle plissa les yeux vers l'homme. « C'est étrange, dit en effet, mais je suppose que, comme tout le monde, je trouve qu'ils sont répréhensibles. Je ne dirai pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent là comme que le meurtre est tout à fait acceptable. » Les sourcils de elle se nouèrent en un V prononcé. « Vraiment ? Comme qui ? Les soldats en guerre, ce dont vous savez évidemment quelque chose. Quelqu'un qui défend son foyer. Les extrémistes religieux. » Elle dévisagea son invité. Le regard de l'homme restait fixé sur le feu. « Je croyais que nous parlions de tueurs en série. En ce qui les concerne, je ne peux penser à personne à part les malades mentaux qui trouvent que ce genre de tuerie est bon. Point pris. Qu'en est-il d'autres types de meurtres alors ? Pensez-vous qu'il existe des types de meurtres justifiables ? Bien sûr, dit-il. Mais les exemples sont rares, en guerre et pour la protection de sa famille, comme vous l'avez dit, et dans quelques autres cas extrêmement rares. Les yeux d'Henri brillèrent à ces mots. Voulez-vous développer ? Elle, en fait, ne souhaitait pas développer. Au lieu de cela, il retourna stratégiquement la question à son invité. « Vous savez quoi ? dit-il. Je suis plutôt curieux de savoir ce que vous, un romancier qui doit inventer des malfaiteurs pour que votre détective vedette les traque, pensez des tueurs en série dans la vraie vie. Moi, dit Henri. Oh, j'ai une toute autre perspective sur la question en tant qu'écrivain. Oh, pour être parfaitement franc, François, je trouve le tueur en série plus fascinant que répréhensible. Il y a juste quelque chose, je ne sais pas, de remarquable chez une personne qui arrive à un point dans sa vie où elle croit honnêtement que son but est de mettre fin à la vie des autres. Je suppose que personne ne veut lire ou écrire un livre ennuyeux avec des personnages ennuyeux. Non, en effet. Elle fixa son attention sur la grande bougie blanche sur la table basse devant lui. Et personnellement, alors, par opposition à l'écrivain, Henri se frotta la longue mâchoire. C'est difficile pour moi de séparer ce que je ressens en tant qu'écrivain et ce que je ressens en tant que personne. À ces mots, une vieille panique familière commença à vaciller dans les entrailles de elle. Pardon ? Ce que je veux dire, c'est que je le trouve absolument fascinant. Fascinant, dit elle. Il savait que c'était une question inutile, mais il la posa quand même. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas ? Très sérieux. Notez bien, je ne pensais pas ainsi autrefois. Il fut un temps où j'étais entièrement d'accord avec votre point de vue, mais plus maintenant, pas depuis un certain temps déjà. Le grand homme répondit, se levant du canapé. Il marcha jusqu'à la cheminée et s'accroupit devant les flammes. Il y a quelque temps, j'ai développé ce terrible personnage qui aimait se lier d'amitié avec des enfants handicapés mentaux, gagner leur confiance, puis les emmener dans les bois, leur trancher la gorge et les laisser se vider de leur sang. Seulement, j'ai trouvé le développement de ce personnage problématique. Je ne savais rien de ce qu'il faut pour tuer, ni comment s'y prendre pour attirer un enfant innocent dans les bois. Bien sûr, je pouvais spéculer autant que je voulais, mais je ne pouvais pas vraiment savoir ce que c'était, pas sans une recherche appropriée. Elle commença à s'agiter nerveusement avec ses mains osseuses et tachetées. La sensation étrange dans ses entrailles s'aggrava. Quel genre de recherche ? Étudier les interviews publiées Kidju avec d'anciens tueurs, aller dans les prisons,
rendre visite aux détenus, ce genre de choses. En soi, tout cela était très informatif, et je suppose qu'à ce stade, j'avais assez de données compilées pour créer un méchant crédible. Mais dans un coin de ma tête, ça ne sonnait toujours pas juste, alors j'ai élargi mon champ d'investigation. Le cœur de Elle fit un bond dans sa poitrine. Il pouvait le sentir venir bientôt, il l'avait toujours senti. Plus de lectures et d'interviews, vous voulez dire? Non, plus de lectures et d'interviews. S'alluma alors dans sa mémoire, et il se souvint de quelque chose dans les nouvelles quelques années auparavant concernant plusieurs adolescents handicapés trouvés assassinés dans la forêt nationale de Clute, dans le nord de la Californie, près de l'Oregon. Henri se retourna. Ses yeux étaient des orbes brillants flottant dans leur orbite. Maintenant, je me suis éduqué, j'ai changé ma perspective sur la vie et la mort. J'ai conduit le long de la côte, j'ai fait un tour. Quand je suis rentré chez moi, j'étais enfin prêt à développer mon personnage. Ironiquement, je n'ai pas fini par utiliser mon idée originale. J'ai imaginé un tout nouveau personnage et je suis parti avec lui à la place. Ça semble du gâchis, dit Elle, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Mais alors, il s'est rendu compte que c'était juste quelque chose qu'il avait balancé pendant qu'il essayait de déterminer ce qu'il était censé faire ici. Pas vraiment, j'avais mes raisons. De plus, je pense que ce premier personnage pourrait bien fonctionner dans mon dernier roman. Le moment semble propice. Henri se retourna, s'approcha du porte-manteau et retira une sorte d'objet de son manteau. « J'ai aussi pensé, reprit-il, enfouissant ce qu'il avait récupéré dans sa poche avant droite, qu'après ce voyage, j'aurais un excellent matériel pour un futur roman. J'ai déjà formulé un synopsis dans ma tête. Voulez-vous l'entendre ? » Elle enregistra à peine la question. Il était trop occupé à s'interroger sur la petite bosse en forme de flacon dans la poche d'Henri. « Ces derniers jours, poursuivit le grand homme, j'ai réussi à obtenir des détails très intimes sur ces meurtres à Saint-Laurent et Miribel. Par exemple, saviez-vous que les 6 victimes vivaient seules et que les 6 étaient des hommes âgés de 60 à 70 ans et que les 6 ont été retrouvés dans leur sous-sol un jour ou deux plus tard par des amis ou de la famille ? Elle se leva maladroitement. Son geste ne sembla pas déranger son invité. « Et c'est là que réside la base d'une nouvelle histoire, » continua Henri, à grands traits. « Il y a ce type qui aime se présenter aux maisons de ces hommes âgés, peut-être en inventant une histoire comme quoi sa voiture est tombée en panne sur la route et qu'il a juste besoin d'utiliser le téléphone. Et les vieux messieurs, sains qu'ils sont, invitent le type dans leur maison, le laissent utiliser leur téléphone, se livrent à une conversation agréable, peut-être même le nourrissent. Henri sourit, bien que les vieux messieurs ne le sachent pas. Ce type les a choisis au hasard dans une foule, disons au supermarché Super U de la ville, puis les a suivis chez eux. Elle déglutit. Il s'était rendu au Super U de la ville voisine cet après-midi-là pour acheter les pâtes et la sauce qu'il venait de servir à cet homme. « Mais voilà, » dit Henri, « ce personnage, ce tueur, n'est pas un fou total. Il est intelligent et réfléchi, et la torture n'est pas son motif. Tout ce qu'il veut vraiment faire, c'est pratiquer ces techniques de tromperie pour que plus tard, quand il trouvera un intérêt spécialisé qui nécessitera la plus grande habileté pour tromper les gens, il sera prêt. Qui sait ? Peut-être est-il un assassin pour le gouvernement ou un tueur à gages pour la mafia. Peut-être est-il autre chose de moins cliché. Je devrais développer cela quand j'en arriverai là. Quoi qu'il en soit, le personnage ne souhaite pas causer aux hommes plus de souffrance que nécessaire, alors il apporte de l'éther avec lui pour les rendre inconscients. Et après avoir apprécié une agréable conversation et un repas avec sa cible, il les assomme, les emmène dans un endroit isolé de la maison, puis leur enfonce un couteau à l'arrière du crâne, rapide et facile. Le sourire d'Henri s'élargit en un sourire presque fraternel. Comme avant, comme toujours, une incertitude malsaine s'empara de Elle. Le moment était arrivé. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda Henri, s'avançant vers lui. La voix de Elle tremblait.
Ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas ? Dit-il, scrutant le salon, cherchant n'importe quoi qu'il pourrait utiliser pour se défendre. La bougie sur la table basse ? Non, trop volumineuse. Le tisonnier pour le bois de chauffage. Il était appuyé contre la cheminée en pierre, avec le balai et la pelle hors de portée, mais proches. Sans y réfléchir davantage, elle bondit vers le tisonnier. Henri, bougeant rapidement, lui sauta dessus avant qu'il n'ait fait 2 pas. « Oh, oh non !» rit-il, enveloppant elle dans une étreinte d'ours serrée. « Je vous ai laissé entrer, je vous ai nourri. » L'italien est mon préféré. Henri tira elle en arrière, le tirant à travers le salon. Elle continua de se battre, mais c'était une cause perdue. Il était trop faible et trop lent pour s'aider lui-même. Les choses allèrent vite ensuite. En un clin d'œil, ils franchirent les portes battantes et s'engagèrent dans la cuisine. Là, Henri plaqua elle au sol. « Donnez-moi une seconde, » dit-il, tapant la tête de elle contre les carreaux de céramique. Étourdie et inerte, elle regardait une myriade de points scintillants danser autour d'eux. Vaguement, il pensa que c'était très probablement la fin pour lui. Apparemment, il avait sous-estimé la taille et la vitesse de l'homme. Il avait encore une chance de survivre à cela. Mais à moins que cela n'arrive bientôt, il était fichu. Henri sortit le petit flacon d'éther de sa poche. Utiliser ceci est un acte de miséricorde. Le problème, c'est que je ne me sens pas très miséricordieux ce soir. Il glissa le flacon dans sa poche. Vous êtes mon dernier sur ce voyage. Je suis toujours le plus dur avec le dernier. Il jeta un bref coup d'œil à gauche et parcourut les comptoirs de la cuisine à la recherche d'un bloc à couteau, n'en voyant aucun. Il commença à ouvrir des tiroirs jusqu'à ce qu'il en trouve un plein de longues lames. « Ah », dit-il, repérant une beauté avec une lame dentelée de 15 cm. « Oui, vous ferez l'affaire. » Sur le sol, elle tenta de se mettre à genoux, mais c'était un effort inutile. Sa tête était pleine d'hélium et son équilibre était inexistant. « Très bien », dit Henri, attrapant le bras de elle. « Houpla !» D'une traction solide, il hissa elle sur ses pieds. « Maintenant, » dit-il, pointant vers la porte en face de l'évier, celle-ci mène au sous-sol. « Au grenier, » dit elle, vacillant d'avant en arrière. Si son invité meurtrier lâchait son bras, il serait tombé comme un sac de pommes de terre. « Drôle, » dit Henri, tapotant la tête de elle comme s'il était un enfant. « Allons, ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal, je promets. Pas là-bas. Si, là-bas. » Henri posa le couteau sur le comptoir et, de sa main libre, ouvrit la porte. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, exposant un grand rectangle d'obscurité seulement percé par la lumière filtrant de la cuisine. Il y avait un interrupteur sur le mur à côté de la porte, mais l'actionner ne fit rien. Henri secoua vigoureusement elle. Où était la lumière ? Elle secoua sa tête douloureuse. En bas, je dois tirer sur la ficelle. Henri attrapa le couteau et guida elle en avant. Après vous alors. Ils descendirent les marches lentement. Henri garda la lame pressée contre le dos de elle tout le temps. En bas, ils s'arrêtèrent. « Où est-elle » demanda Henri, scrutant l'obscurité profonde. « Elle était là » marmonna elle. « Tendez la main, vous sentirez la ficelle. » Le grand homme baissa la lame et lâcha elle. Il tendit aveuglément la main et l'agita d'avant en arrière dans l'obscurité. « Là » dit-il comme promis. Il lui donna une bonne traction, et une centaine d'ampoules blanches s'allumèrent, illuminant le sous-sol. « Jésus Tout-Puissant » s'exclama-t-il, tressaillant devant la scène qui l'accueillit. L'endroit était rempli d'animaux, castors, faucons, chiens, chats, un loup, un ours, même un puma. En les voyant, la première pensée d'Henri fut qu'ils étaient tous vivants et sur le point d'attaquer, et il faillit remonter les escaliers en trébuchant. Mais son bon sens prit rapidement le dessus, et il se rappela que elle avait dit qu'il avait été taxidermiste. « Mec, » dit-il, parcourant du regard l'étrange horde de bêtes réalistes, « c'est complètement dingue, vieux. »
Complètement dingue, acquiesça elle. Je comprends pourquoi vous ne m'avez pas prévenu. Son regard s'arrêta net quand il atteignit le mur le plus à droite. Putain de merde, murmura-t-il, oscillant entre fascination et répulsion. Putain de merde. Le mur était également aligné de figures taxidermiques, 12 d'entre elles, toutes des hommes adultes et toutes nues, avec des organes génitaux ratatinés et des expressions horrifiées gravées sur leurs visages cireux. Chacune était fixée à une feuille de contreplaqué séparée par des cordes et des clous stratégiquement placés, et chacune avait des pancartes en carton épinglées sur leur poitrine desséchée. Une pancarte disait « pédophile », une autre disait « violeur », 2 autres disaient « meurtrier », une autre encore disait « bordel », dit Henri, tournant brusquement la tête vers elle. Mais elle n'était plus à côté de lui, ni étalée sur le sol. Henri commençait à dire quelque chose quand quelque chose de froid et bourdonnant atterrit sur son cou, le mordant avec des dents électriques. Il balbutia involontairement, tout son corps se raidissant. Toute pensée quitta sa tête. 3 secondes éternelles plus tard, le bourdonnement cessa et il se retrouva à s'effondrer sur le sol. La dalle de béton le reçut avec une étreinte secouante, et il commença à convulser violemment. Quand les spasmes s'estompèrent enfin, Henri tenta de bouger, mais son corps restait paralysé. Seuls ses yeux répondaient. Avec eux, il regarda à sa gauche et vit une silhouette se profilant à quelques pas. Elle. « Ça fait du bien, n'est-ce pas ?» dit elle, admirant l'appareil. Un taser. Il agita le taser devant le visage d'Henri pour le lui montrer, puis se retourna et se traîna vers une zone derrière les escaliers. Désorienté, Henri regarda le vieil homme s'approcher d'une petite table en bois. Sur le dessus, la table portait un plateau métallique qui abritait un assortiment d'outils brillants. Il était difficile de dire ce qu'étaient les outils depuis sa position, mais Henri avait l'impression qu'il s'agissait d'instruments médicaux, comme ceux qu'utiliserait un chirurgien ou un thanatopracteur, ou peut-être un taxidermiste. Elle posa le taser sur le plateau et l'échangea contre un grand scalpel, qu'il traîna promptement jusqu'à l'endroit où Henri gisait impuissant. « Travailleriez-vous dans le métier de l'artisanat pendant plus de 30 ans comme je l'ai fait ?» dit-il, s'agenouillant à côté d'Henri. « C'est impossible d'arrêter simplement parce que vous êtes à la retraite. » Haletant et toujours incapable de bouger, Henri se demanda désespérément combien de temps durerait l'effet paralysant. 1 minute, 2. Plus, question marque, semblant lire dans ses pensées, elle dit « Vous essayez probablement de calculer quand vous pourrez à nouveau bouger normalement. Pour un homme de votre stature, ce serait environ 1 minute, mais pas aujourd'hui. » Elle se pencha et regarda dans les yeux d'encre. « Oui, on dirait que ça a finalement fait effet. Vous ne l'avez pas goûté, mais j'ai ajouté un ingrédient supplémentaire à votre dîner. Un dérivé de curare que je commande par correspondance à un type au Brésil, si vous pouvez le croire. Parfaitement légal. J'espérais que ça ferait effet avant tout ça pour équilibrer les chances, mais comme on dit, les mendiants ne peuvent pas être sélectifs. La dose que je vous ai donnée devrait vous immobiliser pendant plusieurs heures, ce qui devrait être assez long. » Elle soupira et changea de sujet. « J'ai toujours aimé la taxidermie. C'est une partie de qui je suis. Et tant que je peux encore utiliser mes mains, aussi instables qu'elles puissent être de nos jours, je continuerai à faire mes représentations. » Il désigna le mur à droite. « Ma fierté et ma joie. Un projet en cours, un hommage, si vous voulez, à l'univers, à mon Dieu, ou comme vous voulez l'appeler. » Elle leva le scalpel en l'air. Ils étaient tous des personnes mauvaises, très mauvaises, qui m'ont été envoyées encore et encore. Et si vous vous demandez, non, celui qui dit « conducteur ivre » n'est pas celui qui a pris ma femme. Ce type s'est juste présenté à ma porte un soir, comme vous, comme tous les autres, comme d'autres le feront probablement. Elle jeta un coup d'œil à quelque chose au-dessus de la tête d'Henri et sourit narquoisement. « Qu'est-ce que vous dites de ça ? Vous êtes tombé à un endroit parfait, juste au-dessus de votre tête,
se trouve le conduit de drainage que j'ai demandé à un ami d'installer après la mort de Nicole. Eh bien, parfait. Je doute que j'aurais pu vous déplacer tout seul si vous étiez tombé ailleurs. Henri lutta vainement pour crier. Seuls des gargouillis sortirent. Elle posa son doigt sur les lèvres du grand homme. Là, là. Son visage s'adoucit, son ton devint doux. Eh bien, je ne peux pas promettre que ça ne fera pas mal. Mes vieillards et mains ne sont plus aussi fiables qu'autrefois. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour être aussi efficace que possible. Elle abaissa le scalpel et découpa le t-shirt blanc de son invité. « Prêt, Henri ? C'est parti ?» Sa voix était régulière, tendre, contrairement à ses mains. Il posa la lame du scalpel contre le sommet de la tête d'ombre d'Henri. Il se dit qu'il commencerait par le travail difficile, comme peler la tête du crâne, ce qui était très difficile, et finirait par les choses faciles. Après une respiration apaisante, il commença à couper.